Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est toutes les semaines, toute l'actualité high-tech. Salut à tous, et si vous n'avez pas eu le temps de regarder toutes les vidéos de la semaine sur la chaîne Techno.tv, pas de panique, voici le best-of. On va parler de la 4G qui arrive très bientôt, du livre électronique au Salon du Livre, et puis de BlackBerry également. On évoquera aussi la géolocalisation à l'intérieur des bâtiments, et puis on vous expliquera comment vous allez pouvoir conserver les vitamines de vos fruits et vos légumes plus longtemps dans votre réfrigérateur. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Bien alors, si comme François, vous étiez à moitié en vacances et que vous avez raté ce qui s'est passé cette semaine, ça y est, les opérateurs mobiles se lancent ou annoncent qu'ils vont se lancer dans la 4G. Alors cette semaine, c'est Orange qui a déclaré qu'ils allaient planter leurs premières antennes à Marseille. Bouygues Telecom s'installe à Lyon. On attend également des infos du côté d'SFR, peut-être de Free. Bref, la 4G pour 2013. Qu'est-ce que ça devrait changer, François? Eh bien, ça va tout changer. Oui, mais on a déjà la 3G sur les mobiles. Tout à fait. Mais la 3G, tu t'en rends compte parfois lorsque tu es dans une grande ville, dans un quartier quand même assez il y a beaucoup de monde. Chargé, voilà, où il y a beaucoup de monde, ça marche pas toujours très bien. Parce que les réseaux 3G commencent à être encombrés. Et la 4G va, entre autres, permettre de désengorger tous ces réseaux 3G qui sont véritablement sollicités depuis quelques années avec l'arrivée des smartphones. Donc la 4G ne va pas remplacer la 3G, mais elle va venir s'ajouter. C'est un peu comme si on faisait une voie supplémentaire sur l'autoroute. Effectivement, non seulement tu rajoutes, c'est une très bonne image, c'est comme si tu rajoutais une autre voie sur l'autoroute, mais en plus, cette voie, elle fait au moins le double de taille de la précédente, si tu veux. Donc voilà, il va y avoir un flot de voitures qui va pouvoir passer, mais ce que tu dis aussi est exact, c'est-à-dire que la 2G existe toujours, la 3G c'est pour l'internet, la data, et la 4G va donc soulager cette 3G qui commence à être engorgée aujourd'hui. Alors, une 4G qui permettra quand même d'avoir des débits encore plus rapides, puisqu'on parle de plusieurs dizaines de mégabits, jusqu'à même théoriquement 100 mégabits, mais évidemment, ce n'est que de la théorie, parce qu'en plus, il y a une contrainte technique toute simple, c'est que dès qu'il y aura beaucoup de monde, eh bien, il va falloir se partager ce débit. Effectivement, c'était le cas en 3G, ça sera le cas en 4G, mais tout ça est beaucoup mieux optimisé, ce qui fait qu'en fait, sur une même cellule 4G, plus de gens pourront se connecter, si on fait le rapprochement avec la 3G. Le livre numérique était à la fête il y a quelques jours au Salon du Livre de Paris. Mais malgré la présence des grands noms tels que Amazon, Kobo, Fnac, Virgin ou encore Sony, le livre électronique ne pèse toujours pas très lourd en France, à peine 1% du marché de l'édition, contre 20% aux États-Unis. En plus, une majorité de Français déclarent n'avoir jamais lu un livre électronique et n'avoir aucune intention de le faire. Alors, ce livre numérique est-il en train de faire un bide dans l'Hexagone? On fait le point sur ce dossier avec Nicolas Gary du site actualité.com, qui pointe tout d'abord la question du prix. Aujourd'hui, ce catalogue est vendu en moyenne à 14,5 €, là où les consommateurs attendraient des tarifs plutôt vers 5,5 €. Donc il y a un petit delta qui fait toute la différence entre ce que le consommateur attend et ce que l'éditeur voudrait vendre. Et ça provoque un hiatus qui est évident. Lorsque le livre grand format devient un livre de poche, là, il y aurait tout intérêt à ce que les prix baissent. Il n'est pas normal de voir Welbeck encore à 15 ou 16 € en fichier numérique, alors que la version poche vient de sortir à 6, 7, 8 €. Autre problème lié au livre numérique, la crainte du piratage. Et c'est peut-être ça qui effraie particulièrement les éditeurs. Aujourd'hui, une étude du Motif a démontré qu'il y avait eu manifestement 14 000 téléchargements illégaux durant l'année 2011. Le piratage, il faut le craindre avec une certaine mesure. La société Hachette, par exemple, a sollicité les services d'une maison qui s'appelle Attributor, qui est un groupe chargé de surveiller Internet et de fliquer tous les fichiers. Ceux qui sont de Hachette sont... Voilà, on demande par un petit mail gentil ou moins gentil que le fichier soit retiré. Maintenant, avant de craindre le piratage, il faudrait constituer un catalogue, une offre attractive et se donner les moyens d'avoir véritablement une offre commerciale qui séduise les consommateurs. S'il y a effectivement 14 000 livres numériques qui ont été téléchargés l'an passé, ça veut dire que les consommateurs ne sont pas contents ni du prix, ni de la manière dont on leur vend, donc forcément ils vont chercher ailleurs. Où en est BlackBerry ?
des ventes en dessous de ce qui était espéré, une panne technique historique. L'année 2011 a été très dure pour le fabricant canadien. Et pourtant, une nouvelle tablette est sortie il y a quelques mois. Rappelle-toi de cette fameuse Playbook dont on avait réalisé le test, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Techno. La seule actualité, on va dire, vibrante de ces dernières semaines, c'est la mise à jour de cette tablette, une mise à jour logicielle qui permet de rajouter certaines fonctionnalités qui étaient très attendues. Mais est-ce que cela suffira à remettre BlackBerry sur les rails? Nous avons posé la question à Christophe Lefort, le PDG de BlackBerry France, que nous avons rencontré il y a quelques temps au salon Mobile World Congress de Barcelone. Dans le domaine du marché, il y a un moment on est in, il y a un moment on est sur le coin, mais on sait revenir. Et je pense qu'on a su prouver déjà sur ces 10 dernières années notre légitimité dans le domaine de la mobilité du smartphone. Et je pense qu'on saura encore le prouver dans les mois qui vont venir. On est sur un marché. Quand on parle de grand public, c'est très différent du monde de l'entreprise. Le monde du grand public, c'est tout de suite. C'est comme nos ados qui veulent tout de suite. Ceci dit, on est sur un marché qui est en pleine accélération. Les OS, les terminaux, et qu'il est vrai qu'on a pris du retard par rapport à l'arrivée de BlackBerry 7 en début d'année. Les terminaux en empathie, on a eu une panne, il y a eu un effet systémique. Mais bon, on est toujours présent, avec des croissances à 2 chiffres. Et je pense que ça parle de lui-même. Et on a fait de belles annonces ces derniers mois, pour beaucoup dans le monde de l'entreprise. La tablette en est un autre. Et puis, bien naturellement, les perspectives futures avec BlackBerry 10. Aujourd'hui, vous utilisez de plus en plus votre smartphone pour vous repérer, pour trouver votre chemin à pied ou en voiture, pour retrouver la voiture que vous avez garée, vous ne savez plus où. Alors, le problème, c'est que la géolocalisation, quand on est à l'intérieur d'un bâtiment, ça ne marche pas très bien. Et oui, puisqu'on ne voit plus le signal GPS, en fait. Le téléphone ne voit plus le signal GPS. Et voilà. Eh bien ça, Jérôme, c'était avant, car on a pu découvrir, à l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone, une puce qui permet la géolocalisation indoor. Regardez. Dans notre solution, nous avons globalement 4 capteurs de mouvement, ce qu'on appelle un accéléromètre qui va mesurer le mouvement de manière linéaire, un gyroscope qui va mesurer le mouvement de manière angulaire, un capteur magnétique et un capteur de pression qui va vous permettre en fait de mesurer la hauteur à laquelle vous vous situez dans un bâtiment. Et donc ce capteur de pression va savoir à quel étage je suis d'un immeuble par exemple. Absolument. Et ça marche aussi au sous-sol. Si par exemple je ne sais pas où j'ai mis ma place où j'ai garé ma voiture, voilà. Je vais pouvoir la repérer avec ça. L'application est valable dans tout bâtiment à plusieurs étages où vous pouvez détecter précisément à quel étage vous situez. Et quel est le niveau de précision? Inférieur à 1 mètre. À 1 mètre, vous pouvez vous situer dans les 3 dimensions. D'accord. Alors tout cela est contenu dans les petites puces qu'on voit là à côté de vous. Quand est-ce que ce dispositif pourra être réellement intégré, miniaturisé dans les smartphones? Aujourd'hui, tous les composants nécessaires à cette application existent, sont sur le marché. Le senseur de pression commence à être sur le marché, donc c'est une question d'application. Qui va faire la cartographie de ces lieux ? Parce que pour savoir où est garée ma voiture dans un parking ou savoir que tel bureau est au 13e étage, il faut quand même que ces informations existent. Donc il faut créer une cartographie maintenant indoor des bâtiments. Oui, effectivement, faudra stocker toutes ces cartes pour avoir accès à l'information. Il va falloir les fabriquer, donc c'est pas pour tout de suite en fait tout ça. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça arrivera très prochainement sur les technologies futures des mobiles. Et l'actualité high-tech, ce sont aussi les carottes et les tomates. Ah bon? Et oui, vous allez comprendre pourquoi, puisqu'on parle d'électroménager, François, aujourd'hui. Et oui, ça change un petit peu la technologie qui est dans l'électroménager, et ce depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a encore quelques temps, on imaginait tous ce frigidaire, tu sais, connecté intelligent. En fait, à l'Internet avec un écran tactile, etc. Alors ça existe, mais bon, véritablement, ça ne décolle pas parce que c'est cher. On a aussi entendu parler, il n'y a pas si longtemps de ça, de la part de Samsung, un four qui était pilotable par smartphone pour le mettre en route, pour le préchauffer, etc. Et bien là, on va s'intéresser au frigo. Le frigo qui évolue et qui permet tout simplement de conserver les aliments beaucoup plus longtemps, notamment au niveau des vitamines. Écoutez les explications de Laurent Roussel, qui est le patron de Panasonic France, Panasonic qui est à l'origine de ces innovations. On a un système qui s'appelle Vitamin Safe, qui est un système de diode, double diode, qui en fait flash dans le bac à légumes et qui permet de conserver beaucoup plus longtemps. Et preuve à l'appui, il y a vraiment des laboratoires en Allemagne qui ont étudié, et preuve à l'appui, on montre des vrais résultats.
conserve les vitamines beaucoup mieux que dans un bac à légumes normal. Parce qu'à partir du moment où on cueille en fait un fruit ou un légume et qu'on le stocke dans un frigo, il perd ses vitamines rapidement, c'est ça? Exactement, il y a une déperdition très rapide. Là, en reconstituant une sorte de photosynthèse dans le bac à légumes, on arrive à maintenir un niveau de vitamines beaucoup plus longtemps. Donc en fait, le légume se conserve ou le fruit se conserve plus longtemps, c'est ça? C'est ça le bénéfice de cette technologie? Il se conserve plus longtemps, mais le niveau de vitamines reste aussi plus fort longtemps. Ça, c'est aussi important. Il n'y a pas que le niveau de conservation, mais il y a aussi le niveau de vitamines à l'intérieur des légumes et des fruits. Et alors au niveau techno, vous pouvez un peu nous expliquer comment ça marche en fait? Techniquement, ce sont 2 LED de couleurs différentes qui envoient des fréquences lumineuses sur les légumes et qui reconstituent une photosynthèse en fin de compte que le légume peut retrouver au soleil à l'extérieur. D'accord, donc c'est comme si pratiquement on cueillait le fruit ou le légume, quoi. Presque, on n'y est pas encore, mais il faudrait mettre la terre dans le bac à légumes. Voilà. Alors avant de se quitter, une dernière info qui concerne une innovation qui n'existe pas encore, mais qui pourrait peut-être voir le jour. Nokia a déposé un brevet pour un tatouage vibrant pour téléphone mobile. Un tatouage vibrant. Eh bien, sapristi, quelle innovation. Alors je ne sais pas si tu es vraiment un adepte du tatouage, Jérôme, je ne pense pas. J'en ai partout. T'en as partout. Bon, il faudra qu'un jour tu fasses donc le JTech torse nu. Mais alors, si j'ai bien compris, c'est un tatouage qui vibrerait lorsque... Voilà. Parce qu'il serait connecté à mon téléphone portable. Exactement. Il détecterait, par exemple, un appel entrant, ou bien un message, ou même lorsque la batterie du téléphone est vide. Et à ce moment-là, soit il se met à vibrer comme ça sur la main, ou même à apparaître sur la main. D'accord. Joli, hein? Oui, c'est joli. Bon, alors pour l'instant, ce n'est que très utile. Ce n'est que du concept, hein. Rien n'existe véritablement. Non, mais ils veulent déposer un brevet pour ça, ouais. Bon, voilà, en tout cas, ça brainstorm sec chez Nokia. Après une bonne soirée bien arrosée, on fait des choses quand même assez étonnantes. Voilà, c'est sur ces images assez drôles que se termine ce JTech. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Ouais. Je vous rappelle que la chaîne Techno, c'est toute l'actualité high-tech au quotidien, ne l'oubliez pas. Et puis merci de nous retrouver sur Orange Innovation TV, mais aussi sur TLM chaque semaine, sur la TNT à Lyon. Sans oublier bien sûr les applications mobiles, Windows Phone, Android, iPhone, l'Apple TV si vous voulez nous regarder sur votre télé. Bref, nous sommes partout presque. Salut à tous et à très vite donc. Ciao, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.